Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, et surtout aux personnes qui rejoignent la rediffusion. J'imagine que vous êtes... Alors, soit il y avait des gens au taquet là, à attendre que le webinaire démarre, mais voilà, il y a sûrement des gens qui rejoignent la rediffusion maintenant, et donc on a passé un super moment dans le passé, et vous êtes avec nous dans le présent. Bref, les commentaires, pensez au fait qu'ils soient en décalé. Aujourd'hui, on va parler des entreprises à mission. On a deux experts, une experte et un expert, pour parler du sujet. Hein, l'idée, c'est vraiment d'embarquer toutes les parties prenantes de la société, à l'intérieur, à l'extérieur, autour de la mission de la société et de ses objectifs. Objectifs RSE ou pas, l'impact positif, tout ça, on va bien éclaircir ce que c'est l'entreprise à mission, comment ça se compare par rapport aux labels comme B Corp, etc. Je vous laisse le temps de générique pour vous installer. Commencez à poser vos questions dans le chat, commencez à échanger dans le chat. Les BizDevs in situ sont déjà tous là. Vous pouvez leur dire bonjour. C'est parti. Bienvenue à tous et à toutes. Alors, merci pour les petits commentaires dans le chat. Je vois que on a surtout Tourcoing qui est représenté aujourd'hui et Lille aussi. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à indiquer dans quelle ville vous êtes. Alors, je vais accueillir sur la scène les invités tout de suite et tout de suite. On commence par Marie et ensuite Olivier. Bonjour Marie, bonjour Olivier. Bonjour Damien. Alors pour vous présenter rapidement, Marie Sabadi-Benoît, tu es référente, enfin tu es vraiment une référente sur l'audit des sociétés à mission, et on aura le temps de le détailler, mais les sociétés à mission n'ont aucun secret pour toi, de manière générale. Normalement. Et Olivier Réau, donc toi tu es expert vraiment sur l'intelligence collective, l'accompagnement des organisations sur ces sujets-là. Alors est-ce qu'on peut dire que tu as plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui ? Oui, on va dire ça. J'ai démarré en 2002, la facilitation stratégique, effectivement, avec Yves Principaux. Voilà, tu as aussi de l'expérience en tant que dirigeant, en tout cas en tant que C-level. Donc, ça te permet d'avoir cette hauteur de vue sur les entreprises. Alors, les trois grandes questions, on va répondre aujourd'hui. Une entreprise à mission, est-ce que ça permet de pérenniser la valeur ? Alors, la création de valeur, surtout, j'ai marqué dans la question. Est-ce que les leviers, quels sont les leviers pour mobiliser, pour impliquer les parties prenantes dans une mission collective ? Parce que c'est vrai que le sujet, si on pose vraiment, si la société à mission, c'est quelque chose qui descend, qui est décidé que entre les associés, on est passé à côté de quelque chose, effectivement. D'ailleurs, je crois que vous m'avez mentionné avant, il y a des exemples de comment mal le faire, hein, on l'a aussi en tête. Comment éviter les pièges d'une mission déclarative et créer un vrai changement ? Autrement dit, comment éviter le mission watching ou le greenwashing qui peut être déjà très vu de loin ? Alors, avant de commencer, de rentrer dans les questions, il faut absolument vous posiez des questions dans le chat qui vont dans le sujet là. Déjà, est-ce que vous connaissez le sujet des entreprises à mission ? Est-ce qu'il est nouveau pour vous ? Est-ce que vous avez déjà une expérience dessus ? Dites-moi ce que vous savez sur ce sujet-là, ça m'intéresse et ça nous permettra de faire avancer le débat. Et avant de commencer, je vais présenter In Situ pour ceux qui viendraient pour la première fois sur un de nos webinars. J'ai changé le pitch aujourd'hui. Parce que si pour ceux qui ont l'habitude, vous allez voir, il y a une différence. Alors du coup, aujourd'hui, le partenaire, on est sur la page de In Situ, d'accord ? Et en particulier, aujourd'hui, on va parler de In Situ Conseil, qui accompagne donc les entreprises dans leur transformation digitale, mais aussi dans leur transformation organisationnelle, avec des experts et des expertes comme Marie ou comme Olivier. De manière générale, In Situ accompagne des freelances qui veulent rentrer dans des DSI, dans des clients grands comptes partout en France. En particulier, je dois citer les villes précisément, attention, on a Lille, Lyon, Nantes, Valence et même Bruxelles. De manière générale, l'équipe de In Situ développe un peu tous les territoires grâce au télétravail. C'est incroyable quand on est freelance. Et si vous êtes intéressé de manière générale pour travailler avec In Situ ou avec leurs clients, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat quelle est votre ville. L'expert en question vous contactera. Est-ce que j'ai oublié personne là ici ? Je vois que Maximilien est là, donc je pense que Lyon est bien représenté. J'ai pas vu Jules qui représente normalement Nantes, mais tout le monde est là. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pour Marie et Olivier, vous êtes partis ? Parti. C'est parti. Lyon est dans la place, nous dit Maximilien. Alors du coup, la première question, on parle vraiment de ce que quels sont les bénéfices de l'entreprise à mission. Marie, est-ce que tu veux commencer par nous aider à définir ce que c'est le sujet de l'entreprise à mission ?
Oui, bah, avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, une entreprise à mission, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une nouvelle qualité juridique qui est intervenue avec la loi Pacte en 2019. Et l'intérêt, c'est vraiment de se dire que l'entreprise, c'est une aventure collective. C'est pas uniquement des contrats avec les salariés, entre associés, et que c'est aussi un ADN, une culture, des valeurs, un collectif. Donc, un collectif, que ce soit évidemment les salariés, mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc les clients, les fournisseurs, les autres partenaires, Ouais, et les que, tiens. toutes, et que tous ces éléments, on va pouvoir aussi les graver dans le marbre des statuts. Donc, ce qui est important dans une société à mission, c'est vraiment de se dire à quoi l'entreprise sert, qu'est-ce qu'elle apporte à la société, au-delà de la simple recherche du profit, à quels enjeux sociaux, environnementaux répond l'entreprise. Et c'est ces enjeux-là qu'on va écrire dans la raison d'être, qu'on va ensuite détailler avec des objectifs sociaux ou environnementaux un petit peu plus précis pour montrer comment la raison d'être va se déployer concrètement dans les activités de l'entreprise. Et tout ça, on va l'inscrire dans les statuts. Donc, comme c'est inscrit dans les statuts, c'est très important, c'est opposable aux tiers. Notamment, on parlait tout à l'heure d'autres labels RSE. Les autres labels ne sont pas inscrits dans les statuts. C'est des Mhm. qualités enfin, c'est des labels qui sont révocables si on rate son audit, notamment. Donc ça, Ouais. c'est très important. Donc la mission, elle va vraiment orienter toute la stratégie de l'entreprise et toutes les activités. Alors évidemment, on a un peu 2 types d'entreprises à mission. On a celles qui sont naturellement sociétés à mission, qui rendent, assez naturellement un service à la société. On peut penser par exemple à des activités comme l'aide à domicile ou l'agriculture. Et puis il y a des entreprises, qui ont une utilité qui peut être parfois, un peu moins évidente. Par exemple, peut-être dans le marketing ou la pub, il faut peut-être creuser un peu. Et donc du coup, ces entreprises, elles vont pouvoir transformer progressivement leur activité, leur modèle d'affaires pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Donc la qualité de société à mission, elle peut vraiment s'appliquer à toute société commerciale. Mhm. Il n'y a pas de secteurs qui sont a priori exclus. Il faut juste qu'il y ait une raison d'être, qui n'est pas uniquement la recherche du profit, et des objectifs sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est pour une présentation un petit peu globale. Je peux vous prendre peut-être par exemple un exemple. Moi, j'ai accompagné par exemple un logisticien. Donc, Mhm. dans sa mission, c'est vraiment l'idée de remettre l'humain au cœur et de limiter l'impact environnemental de son Ouais. activité. Alors que voilà, c'est des secteurs dans lesquels on a beaucoup de robotisation, c'est des secteurs qui ont une forte empreinte environnementale. Et du coup, lui, par exemple, en tant que société à mission, eh ben, il refuse de construire des nouveaux entrepôts. Donc, il ne fait que réutiliser des entrepôts existants. Donc, il a zéro Ouais. impact sur l'artificialisation des sols. Tout est fait de manière humaine, donc ça lui permet de faire du sur-mesure et d'employer des gens localement. Des gens qui ont, voilà, ça leur fait une deuxième activité qui vient souvent renforcer leur première activité. Et puis, il va essayer d'optimiser au maximum le remplissage de ces palettes et des camions pour avoir le moindre impact environnemental et au passage un moindre impact économique, puisque plus vous optimisez le remplissage des palettes, plus ça va être bénéfique aussi économiquement. Donc voilà concrètement un petit peu ce que peut être une entreprise à mission. Olivier, tu veux compléter? C'est quoi ton expérience? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des entreprises qui ont fait cette qualité-là ou qui ont travaillé avec des labels? Alors, pas mal d'entreprises, on a accompagné pas mal de projets d'entreprises sur leur raison d'être et sur leur déploiement. Effectivement, ce Ouais. que dit Marie est tout à fait juste. C'est une qualité juridique, c'est une aventure collective, mais c'est en même temps le fait de toucher toute l'entreprise, hein. Dans entreprise à mission, on entend Ouais. beaucoup le mot mission, mais ça reste une entreprise. Et donc, en fait, il y a ce qui est parfaitement dit dans le titre de notre webinaire d'aujourd'hui, cet enjeu entre création de valeur et création d'impact. Et la tentation, c'est d'être un petit peu dans la tentation du où on faisait de la création de valeur avant, maintenant on va faire de l'impact. Et les entreprises qui sont parties de Mhm. manière trop radicale sur l'impact, eh bien, ont eu après des retours soit de marché, soit d'actionnaires, et on en connaît Ouais. quelques-unes. Et il y a donc pas seulement le où, certains veulent aller dans le et, mais dans le et, ça crée parfois des conflits de lecture et de priorité. Et en fait, le véritable enjeu, c'est de faire du l'un par l'autre. Il faut effectivement que, comme l'a dit Marie, on soit à la fois dans le projet qui va créer de l'impact pour la société, pour les parties prenantes, pour le territoire. Et en même temps, il faut maintenir cette dynamique de création de valeur parce que ça reste une entreprise. Et en même temps, plus encore, parce que si on est plus ambitieux sur l'impact, il faut aussi avoir plus de moyens
pour pouvoir tenir cette ambition. Et donc, ça, c'est souvent un sujet qui n'est pas complètement adressé au départ, hein. On est parfois dans une approche juridique, dans une approche communication, dans une approche purement management. Oui, c'est bien, ça va créer du sens. En fait, c'est dans entreprise à mission, il y a l'idée que c'est tout le système qui est questionné. Et donc, quand on questionne tout le système, et j'en arrive là, ben, il faut le questionner avec toutes les parties prenantes. Parce que, justement, il ne suffit pas d'écrire une belle phrase quelque part, ou même de la voter en assemblée. Il faut que dans l'ADN de l'entreprise, toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les équipes, les managers, les dirigeants, tous les acteurs externes, soient en fait co-responsables, co-engagés par ce même ADN de l'entreprise à mission pour que ça devienne vraiment, ce qu'a dit Marie, une aventure collective. Donc voilà, comment être et bon sur le côté juridique, technique, structurant, et vrai, vivant, engagé, durablement sur le collectif humain. Et effectivement, c'est là-dessus que Marie et moi, on se complète. Tu voulais rebondir, Marie? Non, bah écoute, c'est super ce qu'a présenté Olivier. Je pense que c'est un bon complément. Comment enfin, si le but c'est d'aligner enfin de réaligner toutes les parties autour de la mission, comment les entreprises le faisaient avant qu'on matérialise cette qualité ou ce statut? J'imagine qu'il y avait déjà des initiatives où il y avait déjà des entreprises qui faisaient ça. Là, je comprends vraiment, dans les statuts, on va rajouter la raison d'être à côté de la raison sociale. Qu'est-ce que faisaient ces entreprises avant? Est-ce qu'il y avait déjà, tu vois, des initiatives, des entreprises qui rentraient dans cette démarche-là avant qu'on le matérialise avec ce statut-là? Alors, il y a quelques entreprises qui avaient déjà un petit peu travaillé sur cette qualité de société à mission. Pour information, c'est d'influence notamment américaine, puisque les entreprises américaines ont l'obligation de maximiser, enfin les dirigeants des entreprises américaines ont l'obligation de maximiser le profit. Et donc, ce statut est apparu aux États-Unis pour justement protéger les dirigeants qui voulaient faire autre chose que de la maximisation du profit. Et donc, c'est quelque chose qui est apparu, voilà, il y a une quinzaine d'années. En France, les réflexions ont commencé, voilà, après la crise de 2008, justement, une crise de financiarisation à l'extrême de l'économie. Et du coup, il y a quelques entreprises dès 2015 qui ont commencé à inscrire dans leur statut cette raison d'être, Ouais. ce qu'on appelait à l'époque l'objet social étendu. Donc, il y a eu des premières initiatives. Il y a eu aussi des entreprises qui étaient assez naturellement engagées sur les sujets dits de RSE, hein, donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, celles-là se sont assez naturellement tournées vers la qualité de société à mission, même si voilà, il y a une petite subtilité entre l'entreprise et la mission et la RSE. C'est évidemment des démarches qui sont très proches et très complémentaires. Et donc, voilà, quand la loi Pacte est arrivée, les entreprises les plus pionnières sur ces sujets-là se sont emparées de ce nouveau modèle. Et donc, c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment très structurant, puisque, en fait, en termes de preuves et de stratégie, hein, l'idée, c'est les indicateurs ne vont pas être uniquement financiers, ça va être dans la raison d'être, qu'est-ce qu'on cherche ce à quoi on cherche à contribuer, et du coup, comment on va le mesurer. Donc, voilà, Je vais rebondir. ça a des implications concrètes. Voilà. Du coup, Damien, tu vas peut-être rebondir. Tu expliquais enfin, que ça vient d'une initiative américaine. C'est vrai que la notion de société, le concept, tu vois, l'idée de la société ou de l'entreprise n'est pas la même aux États-Unis qu'en France, de manière générale. Est-ce qu'il y a une différence, tu vois, en termes de philosophie entre une société et une entreprise, tu vois? Je peux poser la question qu'à toi, Marie, dans le monde, je pense. Voilà. Alors la société, en fait, c'est un cadre juridique qui est régi par un neutre contrat. Donc, voilà, par exemple, les statuts qui sont le contrat entre les actionnaires, le contrat de travail avec les collaborateurs, les contrats de vente avec les fournisseurs et les clients. Et du coup, la logique de l'entreprise, c'est en fait l'entreprise, c'est une notion qui n'existe pas dans le droit. Et donc, cette logique de qualité de société à mission, c'était un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment de faire rentrer l'aventure collective de l'entreprise dans le droit. Donc, c'est pour ça qu'on parle de entreprise à mission et de société à mission. Donc, le terme juridique, c'est la société à mission, puisqu'il n'y a que des sociétés à mission au sens où c'est des qualités juridiques. Mais en fait, quelque part, par derrière, l'objectif, c'est d'avoir des entreprises à mission, c'est-à-dire des collectifs qui soient tous tournés vers la finalité de l'entreprise, qui est sa mission.
non pas uniquement la recherche du profit. Olivier, tu veux compléter? Oui, je crois que ce qui est très important, c'est à la fois le saut que cette nouvelle manière de penser son entreprise, sa société va réaliser. Mais effectivement, ce saut, il ne doit pas être fait par 3 ou 4 personnes, il doit être fait par toute l'entreprise. Et donc, en fait, c'est là où, d'abord, il y a un enjeu que cette démarche soit vécue comme une opportunité, non pas une contrainte ou la volonté délibérée d'une personne par rapport à une mode, hein, comme parfois c'est vécu, et que on se dit, bah voilà, une fois que la loi sera défaite, on reviendra à un monde normal. En fait, non, c'est un véritable saut de pensée. Alors, peut-être même que d'ailleurs, le mot raison sociale traduit l'intention des premiers législateurs sur la portée de l'entreprise dans son contexte, mais depuis, raison sociale est devenue uniquement un libellé juridique, et qu'aujourd'hui, justement, on revient à ces fondamentaux, que l'entreprise, elle apporte bien sûr de la valeur à ses clients et aux personnes qui contribuent à l'entreprise, salariés, actionnaires, mais l'entreprise, elle apporte beaucoup de valeur à la société. On voit que dans les territoires où les entreprises sont dynamiques, engagées et peut-être solidaires d'un certain nombre d'enjeux, eh bien, la vie est meilleure que dans les territoires où ça se passe moins. Et donc, en fait, l'entreprise a naturellement une portée sociétale, mais peut-être que par les filtres comptables et les exigences financières, hein, on ne gère bien que ce que l'on mesure, et si on n'a que des indicateurs financiers pour se justifier, à la fin, on finit par ne faire qu'une des dimensions de l'exercice de son entreprise. Donc, la société à mission, c'est le fait de revenir à l'ensemble, hein, puisqu'en fait, on est dans un système, on est dans un écosystème, et donc tous les sujets sur lesquels une entreprise a de l'influence, eh bien, sont à considérer. Et donc, oui, il y a bien sûr l'humain, le social, l'économie, mais il y a aussi la biodiversité, enfin tout ce que l'on connaît des enjeux écologiques, du climat. Et donc, comment à un moment on est conscient explicitement. Donc, on a accompagné, nous, hein, c'est important de resituer des exemples, justement une société d'expertise comptable dans le Sud-Ouest, Exco Sud-Ouest, qui avait au départ des questionnements par rapport au digital, c'était leur point d'entrée dans le sujet, et qui progressivement sont devenus des acteurs mobilisateurs de leur territoire. Ils se définissent eux-mêmes comme fertiliseurs d'entreprise, et ils sont rentrés dans une raison d'être qui vise à contribuer à l'épanouissement des hommes et à la dynamique des territoires. C'est ça leur raison d'être. Et depuis, voilà, ils ont un véritable engagement sur la société, sur les territoires, sur l'écologie, et ils sont même devenus récemment chefs de file de la Convention des entreprises pour le climat pour le territoire du Sud-Ouest. Donc, c'est une entreprise qui, en 5 ans, a fait une complète mutation, justement parce que c'est l'ensemble des collaborateurs, des managers, de leurs parties prenantes qui a fait cette évolution de changement de conscience de leur rôle, au point que leurs 17 000 clients, eh bien, ils les accompagnent aujourd'hui sur des enjeux pas seulement comptables, mais RSE, stratégie à mission pour certaines. Donc voilà, donc c'est extrêmement intéressant de voir comment, quand c'est le collectif, ce que disait Marie, qui est porteur finalement de la mission et pas simplement le document juridique, c'est véritablement quelque chose qui propulse l'entreprise, et donc elle crée beaucoup plus d'impact, mais elle crée aussi plus de valeur parce qu'elle est plus intéressante pour ses clients, elle est plus intéressante pour le champ qu'elle ouvre. Et donc en fait, souvent on a tendance, hein, je le disais, à penser le où, et en fait on voit que quand c'est le système qui a été porté par l'ensemble des acteurs, c'est très très générateur d'opportunités. On a fait un webinaire au trimestre dernier où on a parlé de la RSE et surtout des enjeux autour du CSRD et de finalement du pilotage des KPI RSE. On avait déjà mentionné un point que vous avez rementionné ici, qui est que on ne peut pas mesurer l'entreprise uniquement par son chiffre d'affaires ou sa marge, quoi. Et un des points qu'on avait fait ressortir dans ce webinaire, donc j'invite les gens à chercher le replay soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne LinkedIn, mais on avait déjà mentionné un sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand une entreprise elle communique sur ses KPI RSE, on n'a pas de quoi la comparer. Parce que dire voilà, j'ai utilisé tant de CO2 pour faire un t-shirt, les consommateurs ou les tiers ne se rendent pas compte si c'est beaucoup ou pas. Et donc le fait en tout cas d'avoir des directives légales qui poussent tout le monde à publier les KPI permet d'avoir du coup des données publiques qui permettent de comparer les entreprises sur autre chose que leur chiffre d'affaires. Là, ici, on va un peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut chercher une raison d'être qui vient sous-tendre ces KPI. Parce que c'est vrai que les différents KPI, que ce soit déjà rien que les KPI CSRD, enfin CSR parfois, s'opposent à la marge. Là, ici, il faut arriver même des fois à réconcilier les KPI RSE entre eux, quoi. Est-ce que j'ai bien compris le sujet, Marie ? Oui, alors peut-être pour compléter, je vais prendre un exemple très concret.
Super. Voilà, d'une entreprise aussi que j'ai accompagnée, une ESN, donc une entreprise de services numériques. Alors, si vous voulez, dans un modèle classique, une ESN, je pense qu'elle mesure son chiffre d'affaires et les heures qu'elle vend. Une ESN qui est société à mission, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, à quels enjeux je réponds? Donc, des enjeux de souveraineté numérique, de sobriété numérique, de sécurité. Et du coup, c'est vrai que du coup, forcément, on va pas mesurer la même chose. On va évidemment, c'est important et je vais pas du tout le contester en tant qu'expert comptable, aussi par ailleurs, comment dire, ignorer la rentabilité et la marge. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est société à mission, on va aussi chercher à mesurer en quoi on a contribué à la souveraineté numérique des clients pour le SN, en quoi on a essayé au-delà de vendre des heures, et l'objectif, ça va pas être de vendre un maximum d'heures, mais ça va être peut-être de vendre les solutions numériques les plus sobres possibles, Ouais. sachant que dans le cas du numérique, en plus, sobriété, ça rime aussi avec sécurité, ça rime aussi avec une certaine maîtrise du système. Donc, c'est là où on va vraiment essayer d'identifier les actions et les indicateurs au sens très large du terme. Donc, des indicateurs, ça peut aussi être des engagements, des renoncements, une nouvelle activité, un projet. C'est pas forcément que du quantitatif. Donc, on va essayer d'identifier les actions clés qui permettent à la fois de mettre en œuvre la mission, à la fois de piloter l'activité et surtout de faire converger les deux autant que c'est possible. Et quand il y a des tensions entre les deux, parce qu'on ne va pas se voiler la face, parfois il y a des convergences, mais parfois il y a aussi des tensions, et en tant qu'entreprise à mission, quels arbitrages on fait quand on a une tension entre un objectif environnemental et un objectif de performance économique? Quelle ligne directrice on prend? Est-ce qu'on essaye, voilà, quel équilibre on essaye de trouver en permanence en fonction du contexte? Ouais, Voilà. Et la société à mission, c'est pas un label de vertu, c'est un cadre de progrès. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de voir comment on s'améliore sur ces sujets-là progressivement et tout en, évidemment, en ayant cet impératif de rentabilité économique. c'est bien que tu évoques ces tensions et je pense qu'Olivier, tu pourras réagir dessus. Parce que c'est aussi une forme de... Ces tensions-là, on a tendance à les ignorer parfois. Typiquement, tu vois, dans le cadre d'une ESN, c'est vrai que parfois, j'ai des clients, j'ai beaucoup de clients ESN, notamment, j'ai vraiment fait beaucoup de ça sur les 8 dernières années. Il y en a, par exemple, qui vont afficher le fait de promouvoir l'open source et du coup, de travailler que sur des solutions open source ou de promouvoir des solutions open source auprès de leurs clients. Ça peut être effectivement une raison d'être. Il y en a aussi qui vont mesurer leur bilan carbone et essayer de le réduire en promouvant du coup le télétravail ou en proposant à leurs salariés des solutions de mobilité alternatives. Le sujet ici, par exemple, c'est que souvent, l'externalité sur le bilan carbone, il est souvent chez le client. C'est-à-dire que si on preste chez un client qui est très polluant plutôt que chez un autre, effectivement, l'impact de notre travail, il dépend beaucoup des clients. Et donc, il y a des éditeurs logiciels, par exemple, qui vont mesurer le carbone par client, par exemple, ou mesurer en fait quel est le bilan carbone de leur clientèle pour voir si est-ce que leur solution, elle permet d'améliorer le bilan carbone chez leurs clients. Est-ce que leur client, grâce à leur travail, il a pu résoudre son impact. Mais c'est quand même une démarche qui, dans un premier temps, apparaît comme une tension entre je vais devoir dire à un client que je préfère travailler avec un autre parce que lui, il pollue plus ou moins. Est-ce que du coup, si je travaille avec un client qui est très polluant, ça va augmenter mon externalité négative, mais est-ce que du coup, mon travail permet de réduire son bilan carbone? Tu vois, ces nœuds sont très complexes à résoudre, tu vois. Oui, c'est pour ça que la société à mission, en plus d'être un cadre de progrès, c'est un cadre très libre. Donc, je pense qu'il faut pas, ce serait une erreur de se dire on travaille pas avec tel client parce que il pollue trop. Justement, la société à mission, c'est de dire comment on embarque notre écosystème et notamment notre écosystème de clients et de fournisseurs. Mhm. Donc, ça va et quel impact progressivement on a. Donc, c'est sûr que c'est super de réduire l'impact interne de l'entreprise via du télétravail ou autre, mais c'est encore plus important. Et la société à mission, elle est vraiment là-dessus sur euh, comment on fait bouger nos clients pour que eux-mêmes améliorent leur impact. Et à la limite, il vaut mieux peut-être se déplacer chez un client et l'aider à réduire son impact, surtout si c'est une très grosse entreprise très polluante. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher à mesurer évidemment au sens large du terme, dans la société à mission. Et c'est l'ambition de la mission. Olivier, est-ce que tu constates, toi, dans tes missions de facilitation, que ces tensions, elles sont parfois mises sous le tapis? Comment tu arrives à les faire émerger? Comment on les traite? Alors, bien évidemment, si la mission est venue au départ comme un texte, comme un oukase quasiment de devenir ça, ces tensions, elles vont forcément apparaître parce que
on prend un peu les acteurs au dépourvu et on les met dans des dilemmes. Si la mission s'est générée par un travail véritablement du collectif sur son propre développement, et je rejoins tout à fait Marie sur la notion de chemin de progrès, là, effectivement, on est dans l'intelligence des sujets et comment on va être intelligent avec des dilemmes, parce que des dilemmes, il y en avait et il y en aura toujours et il y en aura peut-être de plus en plus, parce qu'effectivement, on est tiraillé à la fois par des indicateurs différents, mais aussi par la manière de les lire. Hein, ce qu'on disait sur les émissions carbone en 2010, en 2020 et ce qu'on va en dire en 2030, naturellement, on change aussi de manière de lire ces réalités. Donc, c'est complexe. Et donc, il y a deux manières de gérer la complexité. Soit c'est des arbitrages verticaux, eh bien, les gens se sentent dépossédés d'un certain nombre de réalités et ça les fait reculer, ça les fait se désinvestir en termes de mobilisation. Soit, justement, la manière de traiter ces arbitrages va être aussi une manière d'engager mieux les collaborateurs, les parties prenantes, les clients, les fournisseurs. Et effectivement, si c'est un chemin de progrès pour tout le monde, on se sent grandi parfois de décisions difficiles. Et donc là aussi, la manière d'être, la manière de faire, la manière de manager, la manière d'arbitrer fait aussi partie du chemin de progrès. Donc on n'est pas dans une société à mission que dans une question d'indicateurs. Les indicateurs sont absolument nécessaires parce que ça permet d'être vrai parce qu'on va pouvoir mesurer, mais les indicateurs ne résument pas la société à mission. C'est l'esprit dans lequel on fait ça et vous le voyez quand vous rencontrez des gens, hein, ce qu'on appelle ici chez InPrincipo le test du samedi soir. Le test du samedi soir, c'est quand vous rencontrez des amis que vous n'avez pas vus depuis plusieurs mois et ils disent dans mon entreprise en ce moment c'est difficile, c'est compliqué, vous ne parlez que des problèmes. Et il y en a d'autres qui disent aujourd'hui on a une mission, on est en train de transformer notre écosystème et voilà, c'est un petit peu comme s'ils revenaient d'une mission d'une ONG dans un pays difficile. Ils ont vécu les pires moments matériellement et ils sont humainement extrêmement grandis par ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est là pour moi qu'on mesure véritablement une entreprise à mission, c'est quand les gens ont le sentiment de se réaliser au travers de cette mission, donc c'est-à-dire de dépasser tous les dilemmes qui ont été indiqués, de voir que finalement on est sur un chemin de progrès continu, cette fameuse aventure collective qu'il faut savoir réaliser autant que le texte de la mission. C'est intéressant parce que là, ici, dans ta réponse, tu donnes l'impression que les tensions, elles émergent par le fait qu'on pousse, qu'on essaie d'imposer un cadre, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression que ces tensions-là, avant, elles existaient déjà, mais juste, elles n'étaient pas visibles. Tu vois, par exemple, je me suis rendu compte dans ma propre société qu'il y avait une tension au sujet des déplacements en train et en avion, tu vois. Moi, par exemple, aller à Bordeaux ou à Brest, je le fais en train, quitte à ce que ça prenne 3 jours, et je le fais en train. Parce que dans mon style de vie, personnellement, déjà, je prends pas la voiture, alors je vais pas prendre un avion en plus, quoi. Mais du coup, mes collabs, ils pensaient qu'ils devaient absolument prendre le train pour faire les trajets et que prendre l'avion, c'était pas du tout envisageable. Et alors que, du coup, eux, ils ont peut-être pas envie de prendre 3 jours pour faire le déplacement, ils ont envie d'être rentrés chez eux le vendredi soir, etc. Et alors que moi, je m'opposais pas à ce que les autres prennent l'avion, tu vois. C'était pas un sujet. D'ailleurs, en plus, ça coûte moins cher à l'entreprise. L'entreprise produit assez peu de carbone de manière générale, donc de temps en temps, on peut prendre l'avion tant que ça c'est pas 15 fois par semaine. Tu vois, mais du coup, cette tension-là, elle existait déjà et c'était une forme de non-dit, tu vois. Et le fait de mettre le sujet sur la table et d'éclaircir les règles du jeu, je trouve qu'on a plutôt résolu une tension en la mettant à jour, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à votre expérience de mettre le cadre, on se force à avoir des conversations qu'on ne voulait pas avoir avant et au moins les choses sont plus claires après? C'est sûr que la rédaction, enfin dans les critères de la rédaction d'une bonne mission, pour donner justement des lignes directrices pour la stratégie, c'est vraiment d'identifier les tensions qu'il peut y avoir entre des intérêts de parties prenantes différentes. Ouais. Par exemple, si on prend le secteur de l'aide à domicile dont je parlais tout à l'heure, vous avez à la fois une tension, une convergence entre des tarifs accessibles à tous pour les bénéficiaires, donc en gros, il faut qu'ils ne payent pas trop cher, et en même temps que les collaborateurs qui font un travail, enfin les auxiliaires de vie qui font un travail très difficile, soient payés correctement. Donc là, on a une première tension. Donc, c'est comment on trouve le juste équilibre entre la rémunération des uns et l'accessibilité des autres à ces services indispensables. Et inversement, on a aussi une convergence entre ces deux parties prenantes. Voilà, plus un collaborateur sera heureux d'être au travail, plus il sera agréable et sympathique pour son bénéficiaire, et plus le bénéficiaire sera heureux. Donc, ce qui est important dans une mission, c'est justement de mettre en lien et de faire émerger les tensions qu'il peut y avoir ou les convergences Ouais. entre parties prenantes, entre des objectifs économiques ou environnementaux, entre un objectif social et un objectif environnemental. Et
ça permet voilà, de bien clarifier les choses et de savoir progressivement pourquoi on prend les décisions, comment on les prend et vers quelle direction on essaye de tendre. Donc Bon, ça, c'est voilà, c'est plutôt une bonne ça nous pratique. permet d'avancer sur la deuxième partie, hein, c'est-à-dire comment on commence l'engagement. Marie, tu as mentionné en prépa que toi, tu organisais des fresques. Est-ce que les fresques, c'est un bon moyen de se mettre en mouvement et de commencer à aborder ces sujets? Oui, bah, la fresque de la société à mission, c'est calqué un petit peu sur la fresque du climat, si certains connaissent l'exercice. Ça permet vraiment de mobiliser l'équipe en charge de la mission, le comité de mission pour bien faire comprendre le modèle. Et Mm. puis aussi, ça permet de faire émerger voilà, les questions, les doutes, les appréhensions ou inversement ce qui motive, ce qui attire, ce qu'on a envie de mettre en œuvre. Donc ça Mm. peut être tout à fait un outil, mais je pense qu'Olivier a plein d'autres outils sur ce sujet-là. Olivier, est-ce que tu fais des fresques ou est-ce que toi, tu as des Alors, accompagnements qui sont plus complets? on ne fait pas exactement des fresques, mais bon, l'intérêt de la fresque, c'est pour se représenter systémiquement ce qui se Mm. joue, justement d'en voir la portée. Non, en fait, nous, on démarre par un travail d'écoute et un travail de ce qu'on appelle de mise en situation d'opportunité, parce qu'un changement, c'est soit un risque, soit une opportunité. Et si dès le départ, vos acteurs perçoivent la démarche comme étant un risque, eh bien, c'est là où vous avez toutes les résistances au changement. Et en fait, ça devient une véritable opportunité à partir du moment où, justement, on va avoir de l'impact, on va avoir la capacité d'engager bien davantage de parties prenantes, on va avoir un rôle plus important peut-être sur le territoire et dans Mm. l'écosystème. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est véritablement de comprendre en quoi, nous, dans notre métier, qu'on soit dans l'informatique, l'expertise comptable ou les transports, ça va être une opportunité. Donc, une fois qu'on est dans cette dynamique d'opportunité, l'enjeu, ça va être de partager sur un deuxième temps une vision, c'est-à-dire de tout ce que ça pourrait être, et Ouais. justement utiliser cette vision non pas comme une fin en soi, mais comme étant un accélérateur d'exploration pour aller chercher des champs nouveaux, parce que justement, parfois l'entreprise est en fin de parcours d'un certain narratif et donc a du mal à trouver finalement des nouvelles ressources, des nouveaux codes. Donc comment finalement, de cette démarche vision, on va engager les gens à aller voir un nouveau monde, à aller voir des nouvelles réalités, à aller voir des exemples très différents. Et donc cette capacité à prendre conscience d'un monde en évolution Mm. permet effectivement de faire émerger une conscience d'un nouveau rôle. Hein. C'est là cette montée un petit peu dans les niveaux explicatifs qui va faire que tout d'un coup l'entreprise va commencer à percevoir la possibilité d'un changement, un peu comme si on allait sur la montagne et qu'on voyait une nouvelle vallée derrière. Et là donc ça permet par des initiatives, des learning expeditions et différents travaux de faire émerger une ambition. Et c'est là où on peut commencer à avoir une première expression d'une raison d'être, parfois on en a plusieurs, et on les explore, et puis à un moment on densifie, et celle qu'on retient par un travail qui, selon la taille de l'entreprise et ses enjeux, va Mm. être adapté, et aussi ça dépend de la culture. Hein. Il y a des démarches qu'on peut faire en quelques grosses semaines, quelques mois, et d'autres qui vont durer parfois 1 an et demi, si véritablement il y a des enjeux. Non, en général, hein, c'est quelques mois pour justement prendre conscience. Il y a un enjeu important de faire chemin pour que justement ça Ouais. s'ancre. Et donc, à partir du moment où l'ambition, l'expression de la raison d'être est forte, là, on va rentrer dans une phase de co-engagement par toute une dynamique opérationnelle. Finalement, quels sont les 12, 15, 20, 30, 40 sujets que ça impacte en termes de relations clients, de manière de faire, etc. Et là, progressivement, l'entreprise devient ce qu'elle rêvait d'être. Et donc, la raison d'être n'est pas simplement un objectif, elle est un moyen, effectivement, de faire un nouveau chemin ensemble. Et puis, à un moment où elle déclare à l'ensemble de ses parties prenantes sa nouvelle démarche, et c'est un petit peu comme un spectacle qui est joué sur scène la première fois. Ce qu'on dit, c'est extrêmement important de tenir la démarche jusqu'à temps que ce soit dévoilé aux parties prenantes. Hein. Un spectacle, tant qu'il est en répétition, eh bien, c'est un spectacle qui se prépare. Et il devient vrai et vivant à partir du moment où il est joué. Et l'entreprise à mission, c'est un petit peu ça. Il y a ce parcours en plusieurs étapes qui va faire que Mm. véritablement, on sera ancré, on sera vrai, on sera performant dans notre nouvelle manière d'être, hein, pas performant à l'ancienne comme c'est souvent critiqué, mais il faut aussi, dans cette entreprise à mission, savoir aller au bout de ces réalités. Je vais prendre un exemple. On a accompagné la SNCF sur l'engagement vers sa transition énergétique, donc ça remonte à quelques années, 2013-2014. On a accompagné le top 70 où les 2 tiers étaient absolument
contre, non pas qu'ils n'y croyaient pas pour les sujets, mais ils pensaient qu'il y aurait beaucoup de résistance au changement parce qu'on peut imaginer les cheminots, les clients, les collectivités territoriales. Bon, bref, il y avait tout un tas de présupposés. Et en fait, on a fait un travail d'écoute, on les a accompagnés en prospective en disant, voilà, mais finalement, qu'est-ce qu'on a y gagné, on va où vers ça. On les a accompagné à la fois sur l'identitaire, les valeurs de service public et l'écologie, le trajet de gare à gare, de porte à porte, et en même temps sur le vital. Et le vital, mais effectivement, ils ont découvert en fait que tout était synergique, qu'en allant résolument sur cette démarche, eh bien, ils incarnaient des valeurs de service public beaucoup plus fortes, tout autant qu'ils réalisaient des économies, non seulement des économies d'achat d'énergie, mais aussi par l'engagement de leurs parties prenantes. Les conducteurs à cette date n'étaient pas, par exemple, mesurés dans leur train sur leur consommation énergétique, même pas carbone. Consommation énergétique, on ne savait pas combien un train consommait entre Paris et Lyon. Par contre, on savait qu'entre Mâcon et Dijon, de telle heure à telle heure, il y avait eu tant de consommation électrique sans savoir. Et donc, en fait, ils ont mis en place de manière volontaire des systèmes on va dire de vertu écologique. Hein, ce système donc de pilotage de la performance énergétique s'est mis progressivement en place à l'initiative d'un certain nombre de cheminots et de syndicats. C'est devenu une généralité parce qu'en fait la transition énergétique chez eux est devenue un sujet de fierté pour eux. Et aujourd'hui, vous le voyez maintenant, les locomotives TGV, les motrices, vous avez en grand les indicateurs. En fait, c'est devenu un véritable projet de tous parce que finalement, il y avait un alignement. Il y avait un alignement de l'impact et des enjeux économiques. Et en fait, on va creuser, en écoutant, hein, on n'était pas plus experts du ferroviaire que les gens de la SNCF quand on a démarré, mais en fait, en les faisant parler sur tout un tas d'enjeux de la systémie qui s'opérait, ça, la systémie, c'est un peu un mot à nous, c'est pas ce qu'on affiche quand on fait nos entretiens, mais véritablement, quand on voit un petit peu tous ces sujets qui sont en résonance, eh bien, ça permet derrière de poser les bonnes questions. Et finalement, quand les gens se projettent sur les bonnes questions, ils trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Et il y a donc des dizaines et des dizaines d'initiatives qui ont été générées. Là, c'est documenté, c'est en ligne, hein, vous pouvez aller voir. Et donc, véritablement, ils sont sortis par le haut de ce questionnement. J'ai fini. Parce que j'avais une question, mais tu as un peu répondu. Je vais reformuler pour voir, pour être sûr que j'ai bien compris. Parce que, tu vois, j'ai déjà fait de la qualité. Et dans la qualité, il y a une méthode Kaizen et Kekaku, tu sais, où on met tout le monde sur la pièce pour essayer de trouver l'innovation de rupture. Et mon expérience sur ce sujet-là, c'est quand même qu'il manque toujours une personne dans la pièce, tu vois. Et voilà, ok, il manque toujours une personne dans la pièce. Et je me demandais justement comment on fait pour orchestrer ça, surtout s'il y a des parties prenantes qui dépassent un peu l'interne de l'entreprise. Du coup, en tant que président, tu vois, je dois mettre d'accord mes salariés, mes actionnaires, mes clients et mes fournisseurs. Tu vois, je n'imagine pas mettre tout le monde dans la pièce. Je vais mettre des instances de gouvernance à droite, à gauche et des façons de gérer ces process-là. Tu vois, je ne vois pas comment on met tout le monde dans la pièce, mais je me demandais du coup s'il fallait orchestrer, si tu veux, ces différentes instances, s'il fallait orchestrer finalement tous ces moments. Ce que tu me réponds finalement, c'est que quand la réponse, elle fait sens, elle émerge de tout si on n'a pas besoin de l'organiser, c'est ça ? Alors, je vais nuancer. D'abord, on y va par itération. Donc, on ne peut pas, si je prends une très grande entreprise en dizaines de milliers de personnes, on ne réunit jamais tout le monde dans la même pièce, surtout qu'elle a des millions de parties prenantes. Donc, ça n'a pas de sens. En revanche, on peut avoir une démarche avec plusieurs étapes où on a des moments collectifs de type séminaire, de type atelier. Mais entre ces étapes, eh bien, on va permettre aux acteurs d'aller questionner des parties prenantes qui n'étaient pas dans la pièce. Et justement, on termine toujours ces étapes par des questionnements qui vont rendre acteurs. Et donc, ce n'est pas des consultants qu'on envoie sur le terrain, c'est des acteurs clés de l'organisation, c'est des acteurs moteurs qui vont aller chercher auprès d'autres parties prenantes des champs de réalité, des perceptions, des enjeux, des réponses ou parfois même des questionnements pour continuer à nourrir par extension, par implication des parties prenantes. Et en fait, on gagne progressivement dans la démarche en pertinence et on gagne en même temps en embarquement. Qu'est-ce que tu en penses, Marie ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés où, par exemple, il n'y a pas de salariés dans la gouvernance, il n'y a pas de clients dans la gouvernance. Est-ce que le fait de travailler sur ces chantiers-là, ça change la gouvernance ou au moins la vision des parties prenantes sur la gouvernance ? Oui, totalement, puisque comme on dit souvent, la société à mission, c'est pas un dispositif de pilotage par les indicateurs, mais par la gouvernance. Il y a notamment un élément dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais c'est l'occasion de l'évoquer, c'est le comité de mission. La société à mission, en plus de ses objectifs sociaux, environnementaux et de la raison d'être, elle doit se doter d'un comité de mission qui est majoritairement composé de parties prenantes externes qui
contient au moins un salarié. Donc, c'est là où on voit voilà, l'interaction des différentes parties prenantes. Et ce comité de mission est chargé du suivi de l'exécution de la mission, donc de s'assurer que la société à mission répond bien à ces différents engagements. Et deuxième chose, ce comité de mission, il doit aussi idéalement avoir un rôle de questionnement stratégique. Donc, c'est-à-dire de s'assurer que la stratégie de l'entreprise est alignée avec la mission. Est-ce qu'il y a aussi éventuellement des nouveaux sujets qu'il faut explorer? Est-ce qu'il peut y avoir aussi, comme on le disait tout à l'heure, peut-être des points de contradiction, de tension? Et ce comité de mission, il doit rendre chaque année un rapport qui est présenté à l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Et ce rapport, il est vérifié ensuite par un organisme tiers indépendant. Donc, c'est important de se rendre compte que voilà, le cadre est libre. Mais le cadre, il est aussi encadré par une gouvernance nouvelle, puisque c'est vrai que ce comité de mission, c'est un nouvel organe de gouvernance, et il est aussi voilà, encadré par un double dispositif d'évaluation, donc à la fois par le comité de mission et par l'organisme tiers indépendant. Et du coup, ces deux organes d'évaluation vont aller chercher les preuves de la réalisation de la mission. Comme le disait le rapport Rocher sur les sociétés à mission, il n'y a pas de raison d'être, il n'y a que des preuves de raison d'être. Donc, c'est vraiment important que cette société à mission, ce soit pas juste voilà, des principes un peu vagues, des déclarations d'intention. Nous, en tant qu'organisme tiers indépendant et le comité de mission, c'est pareil, ils vont vraiment s'appuyer sur des preuves très concrètes de réalisation de la mission pour s'assurer que les engagements sont pleinement mis en œuvre dans l'entreprise. On va passer sur la troisième question, hein, sur comment éviter le greenwashing ou le mission washing. Le chat, vous êtes extrêmement calme aujourd'hui. Je pense que c'est parce que aussi le sujet est extrêmement bien abordé, donc il n'y a pas de zone d'ombre. Mais commencez déjà à mettre les questions que vous voudriez poser à Marie ou à Olivier, ou à Marie et Olivier, qu'on prenne le temps d'y répondre avant de finir et que je gère bien le temps et qu'on ne se retrouve pas trop coincé. Donc allez-y, posez vos dernières questions dans le chat et on avance sur le sujet. Alors, c'est quoi le sujet sur le comment éviter le greenwashing? C'est vrai que les labels RSE, on a souvent ce sujet-là, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont mis en avant et qu'ils ne concrétisent pas en action. Tu as un peu abordé le sujet, Marie, finalement, c'est que c'est les preuves de la raison d'être qui sont plus importantes et qui évitent le greenwashing. Alors oui, en effet, il y a ce discours de preuve avec l'idée, c'est vraiment nous, en tant qu'organisme tiers indépendant, on vérifie que l'entreprise a défini un plan d'action qui est vraiment lié à son cœur de métier, qui répond pleinement à ses engagements de mission. Parce que l'entreprise a la liberté de définir elle-même son plan d'action, contrairement à d'autres référentiels RSE où là, il y a plutôt, d'autres labels RSE où il y a plutôt un référentiel auquel l'entreprise se conforme. L'intérêt de la société à mission, et c'est parfois aussi la difficulté, c'est que l'entreprise est totalement libre de choisir son plan d'action. Donc nous, on s'assure que ce plan d'action, il est cohérent, il est pertinent. Le comité de mission doit s'assurer qu'il est suffisamment ambitieux. Et nous, on va vérifier aussi qu'il a été pleinement mis en œuvre. Et là où c'est important, et notamment, on parlait tout à l'heure de la CSRD. La CSRD, on est plutôt dans une obligation de transparence. Alors évidemment, il y a des objectifs qui vont être suivis dans le temps, mais il n'y a pas forcément d'obligation de faire. C'est une obligation de transparence. Sur la société à mission, il y a une obligation qui est dans la loi de moyens et de résultats. C'est-à-dire que l'entreprise est obligée de mettre en œuvre des moyens adéquats avec ses ressources. Et elle est obligée d'atteindre les résultats des objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, cette double obligation de moyens et de résultats, elle est vraiment essentielle pour s'assurer que voilà, la société à mission ne fait pas de mission washing. Et comme ces obligations et ces résultats, ces moyens et ces résultats sont contrôlés par l'organisme tiers indépendant, c'est les deux critères qui vont permettre de conclure ou non au respect de l'objectif statutaire. Ben, ça garantit comme l'organisme tiers indépendant est totalement externe, en plus du comité de mission, ça garantit voilà, l'absence de mission washing ou de greenwashing. La question de Laure est super intéressante, je vais la reprendre. Olivier, pour éviter le mission washing, c'est aussi l'important. C'est aussi, comme tu me disais, c'est d'embarquer toutes les parties prenantes dès le début, c'est ça? C'est ça. En fait, pour le dire en langage très simple, une entreprise à mission, ça doit être vrai. Et donc, on doit pouvoir mesurer des métriques et avoir un cadre, comme vient de l'indiquer Marie. Et ça doit être vivant. Et donc, ça, c'est l'autre partie, celle sur laquelle, avec InPrincipo, on est davantage. Et donc, le côté vivant, c'est comment, justement, par la manière d'embarquer dès l'origine les acteurs, comment on a co-construit, comment on a co-engagé, comment on a
co-réaliser finalement le saut nécessaire à devenir pleinement une entreprise à mission, comment on la fait vivre dans le temps. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on sera véritablement une entreprise à mission parce qu'elle sera vécue, elle sera traduite dans les actes métiers, elle sera traduite dans les comportements, elle continuera à évoluer. Cette notion de chemin de progrès est essentielle. Et en fait, ce n'est pas seulement une obligation, une entreprise à mission qu'on se génère, c'est aussi une dynamique d'effort librement consenti. Parce que si les acteurs sont véritablement moteurs de la démarche, hein, on dit, nous, il faut que les gens soient acteurs, moteurs, créateurs collectivement de leur propre dynamique d'évolution, eh bien là, véritablement, vous avez quelque part aussi un accélérateur de votre parcours d'entreprise, l'entreprise qui se cherche parce qu'elle est un peu tiraillée par trop de critères qui créent des injonctions paradoxales, qui créent des dilemmes, et bien tout d'un coup, en fait, comme elle a un cadre fort, et la notion d'avoir un cadre justement qui est clair avec une gouvernance, justement crée de la confiance, parce qu'on sait finalement sur quoi tout ça repose, on sait qu'il y a une certaine stabilité d'un système qui peut paraître complexe, mais en fait, il y a une stabilité parce qu'il y a des critères, on a posé des choses, et peut-être que demain, certains critères vont évoluer dans leur définition et leur mesure, mais en tout cas, pendant une période donnée, on est dans une certaine stabilité, et donc c'est tout ça qui va créer l'engagement et qui va faire qu'en fait, l'entreprise à mission est un véritable accélérateur de l'aventure collective et du métier. C'est intéressant. Moi, en tant que communicant, ce que je vois comme mission washing, c'est quand on l'a écrit sur... tu vois, comme tu disais, la SNCF, ils l'écrivent sur les trains, ils l'écrivent sur les billets, les billets quand on les achète, l'impact carbone. Mais ça, c'est ce qu'ils ont fait à la fin. Tu vois. Et oui, c'est vrai que si on commence, on avait déjà eu le sujet avec l'ancien DG de Jules qui était intervenu sur la RSE, d'expliquer qu'en fait finalement tout le travail qu'ils avaient fait sur la partie entreprise à mission, ça se voyait pas encore côté client, c'était pas forcément concrétisé côté client parce que c'est ce qu'on fait à la fin effectivement. Donc je comprends effectivement. C'est là où je pense que les extérieurs qui soient même pas partie prenante, ils voient le greenwashing dans la mesure où ils voient que toutes les parties prenantes sont pas engagées, que c'est juste un projet de communication, quoi. C'est juste un message qui est poussé, quoi. J'ai bien reformulé ce que vous m'avez dit tous les deux ? Très bien, absolument. Très bien. On va prendre les questions. La question d'Aurélien et la question de Laure sont assez chouettes. Laure finalement dit, est-ce qu'une entreprise, une start-up, elle peut être à mission ? À partir de quand il faut se doter d'un comité de mission ? Moi, j'ai l'impression que quand on est une petite boîte, on se dit que les labels, c'est pour les grosses boîtes. Et quand on est une grosse boîte, on se dit qu'on aurait dû le faire quand on était une petite boîte. Et que c'est les petites boîtes qui le font plus facilement. J'ai juste l'impression, les petits, ils se disent que c'est plus facile pour les gros. Et les gros, ils disent que c'est plus facile pour les petits, quoi. Quelle est la réalité quand même derrière tout ça ? Alors, ce que je propose de répondre, alors il faut savoir que 80% des entreprises des entreprises à mission sont des entreprises de moins de 50 salariés. Ça va vraiment du solopreneur au groupe coté du CAC 40. Il y a beaucoup de startups qui se créent à mission. Alors, ça peut être intéressant pour préserver justement l'intention de départ et le projet du dirigeant, notamment en cas d'entrée de fonds ensuite au capital. Ça permet de préserver justement ce fameux projet d'entreprise. Peut-être la petite nuance, c'est quand la startup n'a pas tout à fait trouvé son modèle économique, c'est peut-être parfois un peu prématuré, puisque voilà, il y a cette notion aussi de pivot dans les startups qui fait que parfois ça peut être peut-être plus prudent de créer la startup, d'attendre 1 ou 2 ans, de stabiliser le modèle d'affaires et puis après de passer société à mission. Voilà, donc il y a vraiment les deux possibilités qui existent. Pour le fait d'avoir un comité de mission, il faut savoir que toutes les entreprises de moins de 50 salariés peuvent opter pour un référent de mission. Donc, au lieu d'avoir un comité de mission, on a une seule personne qui est chargée du suivi de l'exécution de la mission et qui est un référent de mission, qui peut être un salarié ou quelqu'un d'externe. Après, vous avez les 3/4 des entreprises de moins de 50 salariés qui font le choix d'un comité de mission. Nous, c'est ce qu'on a fait au sein d'OPAM et c'est vraiment très riche parce que c'est vraiment des personnes qui vont vous challenger sur votre stratégie, sur votre impact, souvent c'est des experts du secteur puisqu'on va chercher vraiment des experts de l'entreprise et de ses enjeux. Et du coup, ça permet vraiment d'aller plus loin à la fois dans la mission et dans la stratégie. Olivier, c'est quoi ton expérience sur le sujet ? On a accompagné des
des startups ou des petites entreprises sur la définition déjà de leur projet RSE qui n'était pas forcément codifié comme société à mission, mais qui était exactement dans le même paradigme, avec une raison d'être et un ensemble d'actes métiers forts en termes de valeur et d'impact. Et en fait, nous, notre recommandation, c'est qu'effectivement, dès que l'entreprise a un minimum de maturité, c'est extrêmement vertueux d'y aller parce que d'abord, c'est plus mobilisateur sur les acteurs clés, collaborateurs et parties prenantes directes. Et ça peut être aussi vertueux pour une entreprise en B2C vis-à-vis du consommateur. Ça crée plus de confiance. En B2B, avec des appels d'offres, c'est souvent générateur d'opportunités, le fait d'avoir des labels qui sont bien identifiés sur ces sujets. Et puis, on a aujourd'hui une nouvelle génération de startups qui n'est pas simplement sur la tech, des apps digitales sympas, mais on a aujourd'hui pas mal de startups qui sont sur des enjeux véritablement liés à l'économie circulaire, à la régénération de nos sociétés, de nos territoires. Et donc, je pense que quand on est sur une startup qui a cette thématique, c'est fondamental, quelque part, d'aller sur l'entreprise à mission. Ça devient un avantage stratégique. En fait, c'est pas mal, ça nous permet de rebondir sur la question d'Aurélien. Aurélien nous demande si c'est pas un frein, toutes ces obligations. Marie, tu as un peu abordé le sujet, c'est-à-dire que si l'entreprise à mission permet aussi de ralentir ou de permettre, enfin, protège de la société du fait qu'un investisseur le dénature. Mais ça veut dire qu'il y a certains investisseurs qui vont y voir un frein, alors que d'autres, ils vont y voir une opportunité parce que, je sais pas, ils cherchent à avoir plus d'impact RSE sur leurs investissements, ils cherchent à avoir une politique entreprise à mission ou de manière générale d'investir avec de l'impact. Est-ce que voilà, c'est finalement quand même pérenniser le modèle de la société, ça le rend quand même un peu moins agile, non? Alors oui, déjà, il faut quand même bien préciser que la société à mission, c'est toujours une démarche volontaire. On n'est jamais contraint de devenir société à mission. Il y a certains fonds à impact, par exemple, qui poussent un peu, qui incitent leur participation à devenir société à mission, mais voilà, il n'y a aucune obligation. Donc, et donc là, je ne sais pas si vous avez tous fait cette expérience, mais quand on fait un choix qui peut parfois paraître aux yeux de certains un peu audacieux ou contraignant, dès lors que c'est un choix, c'est rarement ou jamais vécu comme une contrainte. Voilà, ceux qui font le choix de plus prendre l'avion, par exemple, ne le vivent pas forcément comme une contrainte. Parce qu'à partir du moment où c'est librement choisi, c'est forcément, c'est plutôt vu comme une ambition et une opportunité. Et donc après, il y a en revanche des contraintes et des obligations liées à la qualité de société à mission qui sont justement le comité de mission, la vérification OTI, la déclinaison en plan d'action. Mais c'est là où ces contraintes, c'est aussi des opportunités. Voilà, pour améliorer son business, pour améliorer sa mission. Je rebondis sur ce que disait Olivier, les retours d'expérience des sociétés à mission, parce que moi j'en ai audité plus d'une centaine, c'est que le premier levier, c'est sur l'embarquement des collaborateurs, puisque ça donne un cap clair. Au lieu de dire à un collaborateur, bah, vous venez chez nous pour gagner de l'argent, vous venez chez nous, bien sûr, vous gagnerez de l'argent, mais vous contribuez à tel ou tel projet. Et donc ça, c'est voilà, enfin ça fait rentrer quand même dans une autre dimension. Et moi, je sais que chez OPAM, j'ai recruté des gens qui pourtant avaient pas, enfin voilà, qui sont venus travailler chez OPAM, ils sont peut-être moins bien payés chez OPAM, mais ils voulaient vraiment contribuer au projet d'OPAM, qui était de faire progresser les entreprises grâce à l'audit. Donc ça, c'est important de se dire que voilà, par derrière, il y a aussi il y a évidemment certaines obligations légales qui sont très réduites, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités derrière. Effectivement, j'ai souri quand tu parlais de contraintes. C'est ça m'a évoqué plein de situations sociales. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a un malaise social. Mais limite, les autres sont plus malaises par rapport à tes choix que mal à l'aise par rapport à tes choix que tes propres choix, quoi. Benoît nous pose une question très spécifique. Hein. C'est le versement des dividendes. Est-ce que dans une société, les bénéfices sont réinvestis à 100% dans la mission? Ça, au final, il n'y a pas de contrainte. L'important, c'est de respecter la pérennité de la société et la mission de la société, quoi. Exactement. Il ne faut pas confondre avec le label ESUS qui oblige, voilà, qui plafonne la rémunération des dirigeants, qui implique aussi de reverser une partie à l'entreprise. La société à mission, tout est complètement libre. Donc, il n'y a absolument aucune contrainte de cet ordre-là. Les seules contraintes, comme je dis, il y en a 5. C'est la raison d'être dans les statuts, les objectifs socio-environnementaux dans les statuts, le comité de mission, l'OTI et modifier ces statuts et les déposer au greffe.
Ça s'arrête là. Les ratios de salaire dans les entreprises, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui se fixent un ratio de 1 à 20 entre le plus petit, 1 à 8, 1 à 4, 1 à 2. C'est toujours plus vertueux de gauche à droite, mais on ne tient pas en compte finalement. Enfin, pareil, tu vois, du coup, il y a des entreprises qui vont sous-traiter les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme ça, ils n'ont pas de bas salaire. Finalement, je trouve que c'est un indicateur qui n'est pas très explicite, pas très palpable, pas très palpable. Qu'est-ce que ça veut dire 1 à 8, 1 à 20? Si tout le monde a des gros salaires dans la boîte, ben 1 à 20, c'est énorme en fait. Ouais, j'ai toujours C'est trouvé vrai. que c'était pas forcément un indicateur très précis. Olivier, tu veux compléter? Sur enfin, ces enjeux de performance et d'obligation, en fait, à partir du moment où c'est une démarche qui met en mouvement, en fait, c'est un véritable accélérateur. Et donc, en fait, on peut gagner sur beaucoup de tableaux. Et il y a un tableau qu'on n'a pas mentionné, c'est l'attractivité. Une entreprise à mission qui a véritablement une vraie mission qu'il apporte en termes d'impact et de création de valeur, elle est aussi beaucoup plus attractive pour des talents, pour des gens qui ont envie de la rejoindre. Elle permet aussi de s'inscrire beaucoup plus pour le collaborateur dans le temps. Que ce soit un collaborateur salarié ou un indépendant qui travaille dans une dynamique assez durable avec son écosystème de clients, on a, je pense, beaucoup de vertus finalement à pousser la mission. Ouais. Aurélien reformule la question sur bien payé ou mal payé. Là-dessus, en tant qu'expert sur le sujet de l'emploi, il faut bien comprendre que mal payé, c'est un concept qui est sur 3 axes. Il y a l'axe de moi en tant que collaborateur, je voudrais gagner plus ou je voudrais gagner moins par rapport au travail que je fais. Il y a plus de choses dans mon scope de mission dont je devrais gagner plus. Il y a l'axe marché, c'est-à-dire l'entreprise, si elle travaille avec un autre collaborateur ou si nous on travaille dans une autre entreprise, on pourrait gagner plus. Et le dernier axe, c'est la création, c'est la valeur ajoutée qu'il y a dans la société. Il y a des postes où, quand tu es commercial par exemple, on voit le chiffre d'affaires que tu as encaissé. Quand tu es vendeuse ou que tu es vendeur en caisse, on voit aussi tout de suite la valeur ajoutée. Quand tu es à l'informatique, on a du mal à voir combien d'argent tu as créé dans la société. Donc, du coup, il y a un sujet sur le fait de valoriser. C'est un peu le troisième axe. Ce que je sais, c'est que il y a des gens qui sont capables de passer de je sais pas, peut-être 80K à 60 ou tu vois, d'accepter d'être moins bien payé sans pour autant avoir un mauvais niveau de vie. Pour avoir un job qui a plus de sens. Mais c'est vrai qu'il y a rarement des gens qui accepteraient de passer sous le seuil de pauvreté pour un job qui a leur sens. Souvent, ça, c'est des gens qui ont déjà des revenus par ailleurs ou qui ont déjà des ressources par ailleurs ou un filet de sécurité autre, quoi. De manière générale, il y a des gens qui acceptent d'être moins bien payés, en tout cas, pour avoir un job qui a du sens. Je pense que personne n'accepte d'être vraiment mal payé, concrètement, pour un job qui a du sens, quoi. Ça vous correspond? Vous voulez compléter ou vous voulez me contredire? Oui, exactement. Enfin, l'objet de mon propos, c'était exactement ça. C'était de dire que sur certains profils dont la rémunération est évidemment déjà satisfaisante, il y en a qui acceptent voilà, de réduire un peu la rémunération. Et puis, c'est important de voir que sur des sociétés à mission, voilà, type l'aide à domicile, et en ce moment, moi, j'accompagne un gros acteur du secteur, il y a aussi cette logique de voilà, comment on traite bien nos salariés sur des professions justement où c'est plus compliqué. Et le salaire, il y a évidemment la question du salaire et puis plus largement de la prise en compte des besoins plus largement que le salaire. Donc, des autres types de rémunération et puis aussi de tout le package qui est avec, quoi, de formation, d'accompagnement, Ouais. etc. Puis on a tous des sensibilités différentes sur les externalités. En vrai, les développeurs, par exemple, ils pourraient travailler aux États-Unis ou travailler en Suisse pour gagner plus d'argent. Mais en vrai, je connais des gens qui sont partis en Suisse et qui n'aimaient pas du tout leur style de vie et qui sont revenus en France pour gagner moins. Il y a toujours eu j'ai rencontré sur ces dernières années beaucoup de développeurs qui sont allés dans la ad tech, les sociétés qui font de la publicité ou du tracking d'utilisateurs en ligne parce que c'était très bien payé. Et puis qui, 10 ans après, veulent plus du tout y retourner et et cachent leur visage dès qu'il y a une caméra dans la rue, quoi. Donc, en vrai, et depuis tout temps, j'ai toujours rencontré des gens qui veulent pas du tout travailler pour leur moment, par exemple, aussi. Et je pense que tout ça est respectable, tous des sensibilités différentes. Et tout le monde fait des compromis, hein. On n'est pas prêt à travailler plus, à gagner plus pour faire des choses qu'on n'aime vraiment pas, quoi. Ce que tu portes dans ton regard, là, Damien, c'est aussi l'enjeu de cohérence de l'entreprise par rapport à sa mission. Et on connaît tous des entreprises qui ont travaillé ici, leur marque client, leur marque employeur, leur marque même fournisseur. Et finalement, à chaque fois, c'est un exercice à blanc. En fait, quand on a une mission qui est forte, le fait de décliner
sa relation pour tous ces publics, elle devient beaucoup plus simple parce qu'on s'est ancré de manière cohérente sur quelque chose qui est juste. Et donc, cette justesse et cette cohérence vont nous donner ensuite de la force. Donc, justement, il n'y a pas de contradiction dans l'absolu, dans le long terme en tout cas, entre l'impact et la création de valeur. Aurélien est parti sur est-ce qu'il est possible de gagner sa vie tout en ayant une utilité générale? En vrai, c'est le défi. Je pense que de manière générale, gagner sa vie correctement, c'est pas aussi facile pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse magique à ça. En tout cas, si tu as la chance de le faire, je suis content pour toi. On est sur la fin de webinaire. On est sur la fin de webinaire. Là, il est déjà 13h. On a déjà dépassé le temps. Je suis content que vous soyez engagés sur ce webinaire aussi et que le sujet de l'engagement vous ait engagé autant. Placer un jeu de mots, je suis content. Est-ce que Marie ou Olivier, vous avez un dernier message à faire passer? Quelque chose que je ne vous ai pas laissé la place de le dire jusqu'ici, mais qui était important pour vous? J'ajouterais peut-être un point, c'est qu'on est dans une période où les choses sont non seulement en transition, en incertitude et en turbulence, et l'actualité qu'on voit tous les jours à la télé crée peut-être des stress d'inquiétude sur le fait il ne faut rien décider en ce moment, on ne sait pas où le monde va, etc. Et au contraire, justement, quand on est dans toutes ces perturbations, ça devient très intelligent de donner un cap à son organisation, à sa mission, parce que justement, ça créera cette tension positive dans le bateau qui permettra d'affronter un petit peu les vagues. Si on pense à la métaphore du Vendée Globe, quand le bateau il est bien armé, bien structuré, quelque part, quand il y a des vents et des courants contradictoires, il sait tenir son cap, il sait tirer des bords. Et si le bateau, justement, n'est pas très solide sur ses convictions, eh bien, justement, il va peut-être se replier sur lui-même. Donc voilà, l'entreprise à mission, c'est un bon sujet aujourd'hui. Ouais. Et moi, du coup, en une phrase, je répondrai à la question d'Aurélien. Donc oui, c'est possible de gagner sa vie en ayant une utilité sociétale. C'est pas forcément le chemin le plus facile, mais en tout cas, c'est certainement le plus enthousiasmant. En tout cas, c'est ce que je vis au quotidien. Super, merci pour ton témoignage. Bon, eh bien, à bientôt tout le monde. On a un prochain webinaire qui arrive bien sûr au mois de mars. J'ai oublié le sujet, mais on l'a préparé, c'est sûr, la préparation, elle est en train de partir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne LinkedIn, n'hésitez pas à suivre nos invités aujourd'hui, leurs profils peuvent être trouvés juste en dessous de l'événement. Et puis encore, merci à tous et à toutes pour vos questions, c'était super chouette. Merci Marie, merci Olivier. À bientôt. Merci Damien, merci à tous. Merci, au revoir. Restez avec moi Olivier et Marie jusqu'à la fin du générique au moins. Merci beaucoup.